Dans la vie, il y a 4 choses qui sont certaines. La mort, les impôts, le post annuel de la F1 qui annonce que Lance Stroll a encore une fois prolongé entre guillemets son contrat à vie et les décisions polémiques de la FIA. Ça ne vous aura pas échappé. Ce week-end à Austin, un gros drama a eu lieu. Max Verstappen et Lando Norris se sont retrouvés au coude à coude en piste, dans un jeu d'attaque-défense qui a duré plusieurs tours. Cela a dû sembler une éternité pour le pauvre Lando, qui ne parvenait pas à prendre le dessus sur un Verstappen en mode Gandalf. Vous ne passerez pas. Mais la pression exercée par Norris a fini par payer. Il a finalement réussi un dépassement. Il pensait alors s'envoler pour la 3e place de ce Grand Prix, derrière les 2 Ferrari. Le problème, c'est que ce dépassement a été réalisé en dehors des limites de la piste. Il s'est donc vu sanctionné d'une pénalité de 5 secondes, suffisant pour que Verstappen retrouve la 3e place et accentue de quelques précieux points son avance au championnat. Alors je vous ai demandé votre avis sur le sujet dans la partie communauté de la chaîne, si vous pensiez que la sanction était justifiée. Et sans grande surprise, vous êtes une grande majorité à m'indiquer que non. Mais finalement, ce n'est pas tant ce dépassement de Norris qui est au cœur du débat, mais plutôt l'attitude de Verstappen. Si Lando Norris a dû dépasser en dehors des limites de piste, c'est aussi parce que Verstappen l'a en quelque sorte tassé là. Lui connaît les règlements sur le bout des doigts, et il a agi de sorte à rester dans les limites de ce qui est autorisé. Reprenons. Norris tente un dépassement, Verstappen lui ferme la porte, en faisant un freinage ultra tardif. Ça oblige Norris à sortir de la piste. Verstappen lui aussi n'est plus dans les limites de piste, mais ce n'est pas lui qui dépasse. Les commissaires de la FIA ont donc décidé de sanctionner Norris, et ils ont expliqué leur raisonnement à l'issue de la course. Regardez. La voiture 4, Norris, a dépassé la voiture 1, Verstappen, à l'extérieur de la piste. Mais il n'était pas à la hauteur de la voiture 1 au point de corde. Par conséquent, selon les directives de conduite, la voiture 4 a perdu le droit à ce virage. Ainsi, étant donné que la voiture 4 a quitté la piste et est revenue devant la voiture 1, il est jugé qu'il s'agit d'un cas de sortie de piste avec un avantage durable. Au lieu des 10 secondes recommandées par les directives, une pénalité de 5 secondes est infligée, car en s'engageant dans le dépassement à l'extérieur, le pilote de la voiture 4 n'avait que peu d'alternatives à quitter la piste en raison de la proximité de la voiture 1, qui avait également quitté la piste. Alors dans leur déclaration, ils font référence à ce qu'on appelle les Driving Standards Guidelines, qu'on pourrait traduire par les directives de conduite. C'est un document qui définit l'attitude que les pilotes doivent respecter en piste, et qui n'est pas accessible au grand public, seulement aux écuries. Seuls les pilotes, leurs équipes, et la FIA évidemment, connaissent donc ce règlement et son application. Il est clair que c'est rentré dans la réflexion des commissaires, comme à chaque incident. Puisque nous n'avons pas accès à ce document, le mieux est de se référer au règlement sportif de la FIA, qui définit déjà pas mal de règles à respecter en piste. Le règlement est clair. Si un pilote quitte la piste et en tire en avantage, il est susceptible d'être pénalisé. Mais c'est là que ça devient un peu plus subtil. Si un pilote tente un dépassement vers l'extérieur, le pilote à l'intérieur doit lui laisser suffisamment d'espace. Mais pour que cette manœuvre de dépassement soit considérée comme légale, le pilote doit être suffisamment bien aligné avec son concurrent. Pour pouvoir tenter un dépassement vers l'extérieur, Norris aurait dû être au niveau de l'essieu avant de Verstappen au moment de l'apex, ce qui est à peu près le milieu du virage. C'est là que tout s'est joué finalement. Norris n'était pas suffisamment bien aligné avec Verstappen. Il a fait un gros freinage tardif. Et du coup, comme Norris n'était pas suffisamment bien aligné avec sa voiture, il n'avait pas à lui laisser d'espace. C'est un point extrêmement compliqué et très technique du règlement. À mon avis, Norris mérite d'être pénalisé pour cette manœuvre, parce qu'il n'a pas respecté les règles. Mais comme d'habitude, ce qui est remis en question, c'est surtout que le règlement n'est pas vraiment clair à ce sujet. Déjà, le fait que les directives de conduite des pilotes ne soient pas publiques est un problème en soi. Je comprends pourquoi ils le font, certainement pour protéger les commissaires, mais ça laisse un gros flou sur ce qui est autorisé ou non. Ensuite, le règlement laisse place à beaucoup d'interprétations différentes, et c'est là que la confusion s'installe. On sait pourquoi Norris a été pénalisé, et vous êtes pour la plupart plutôt d'accord avec la sanction. Mais la manière dont Verstappen a utilisé les règles à son avantage crée une sorte de zone grise. Alors lui, il est dans son droit. Il sait exactement que faire pour ne pas être pénalisé. Il pousse Norris dans ses retranchements, et c'est lui qui ressort gagnant au final. On peut penser ce qu'on veut de Verstappen, mais c'est aussi cet aspect de son pilotage qui font de lui un champion. Qu'on aime ou pas, qu'on soit d'accord avec cette façon de faire ou non, peu importe finalement. Le résultat final, c'est que ce genre de manœuvre tourne souvent à son avantage. Mais ce qui est le plus problématique à mon avis, c'est que chaque événement de ce genre est traité de manière individuelle. Par exemple, Oscar Piastri pointa du doigt qu'il s'est produit une situation similaire en course sprint, et que c'est lui qui a été pénalisé. Autre exemple, George Russell a poussé Valtteri Bottas en dehors des limites de piste, il a pris une pénalité de 5 secondes. Dans un autre contexte, à un autre moment de la course, face à un autre adversaire peut-être, on peut penser que Verstappen aurait pu prendre une pénalité lui aussi. La FIA considère que chaque événement est unique, et qu'ils doivent être analysés séparément. Et ça a du sens à certains moments, mais on manque cruellement d'une réglementation claire, mieux encadrée, et qui peut s'appliquer partout. Là, d'un Grand Prix à l'autre, on a l'impression que les règles changent, et ça ce n'est pas normal. Alors attention, des règles mieux définies ne signifient pas pour autant des règles plus strictes. Au contraire. On peut regretter qu'il n'y ait pas plus de liberté parfois, plus de spontanéité dans les batailles des pilotes. Là, ça se résume trop souvent à une bataille d'interprétation du règlement en quelque sorte. Et vous savez tout comme moi qu'il y a eu des décisions controversées depuis des décennies. Mais là, j'ai l'impression que c'est poussé à l'extrême.
J'aurais bien aimé personnellement que cette troisième place soit accordée au vainqueur du duel entre Norris et Verstappen, pas à celui qui a le mieux joué avec les limites du règlement. Et honnêtement, je pense que McLaren a aussi une grosse responsabilité dans cet événement. Ils auraient dû demander à Norris de laisser la place, au cas où. Dans le pire des cas, à moins d'un accident, le résultat aurait été le même, et il aurait peut-être eu la place pour le dépasser à nouveau. Eux pensaient être dans leur droit, qu'ils n'allaient pas être pénalisés. Mais le résultat est clair, ils se sont trompés. McLaren aurait dû anticiper la décision des commissaires, en demandant à Lando de rendre la position à Verstappen immédiatement. Je peux comprendre s'il n'avait pas envie de se retrouver derrière Verstappen à nouveau, parce qu'il a quand même bien galéré à le passer. Mais c'est lui qui avait les meilleures gommes, la meilleure voiture à ce moment-là de la course, et il me semblait avoir le rythme pour le dépasser à nouveau. Une fois de plus, la gestion stratégique de McLaren est à revoir. Eux, normalement, doivent avoir connaissance des directives de conduite imposées aux pilotes, et au lieu de jouer à pile ou face pour qu'une pénalité ne tombe pas, ils auraient dû lui demander de laisser passer Verstappen, pour qu'il le dépasse de façon propre et légale, et il avait certainement moyen de le faire. Bien sûr, c'est difficile de prendre la bonne décision dans le feu de l'action, mais je vous dis la même chose depuis le début de la saison. Même avec la meilleure voiture de la grille, McLaren doit absolument s'améliorer sur ce genre de détails. C'est une très bonne écurie, en tête du championnat constructeur, mais ils n'ont pas l'expérience de Red Bull ou Mercedes, et ça se voit énormément dans des situations comme celle-ci. Alors sans remettre en cause la responsabilité de la FIA, qui est bien présente, tout ça leur coûte des petits points à droite à gauche depuis le début de la saison. Et je suis convaincu que Norris serait plus proche de Verstappen avec un meilleur management. On fera les comptes à la fin de la saison, mais attention, là ça fait pas mal d'opportunités gâchées. Voilà pour l'événement Verstappen-Norris les amis. Je pense avoir à peu près tout dit sur le sujet, et j'attends votre avis là-dessus en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça. Une dernière chose avant de se quitter, j'aimerais mettre en avant ce qu'il s'est passé un peu plus loin sur la grille. Deux pilotes qui n'avaient jamais roulé sur cette piste se sont mis en évidence, et je parle bien entendu de Liam Lawson et de Franco Colapinto. Colapinto lui a confirmé tout le bien qu'on pense de lui. Sa voiture fonctionne plutôt bien, mais il a construit une stratégie intelligente avec son écurie, en faisant un relais très long sur ses pneus durs. Il faut vraiment saluer ça les amis, parce que mettre ça en pratique avec seulement 3 courses dans les gants, sur une piste qu'ils ne connaissaient pas, dans un format sprint, eh bien ce n'est vraiment pas quelque chose de facile et donné à tous les pilotes. Colapinto nous prouve de Grand Prix en Grand Prix qu'il a le niveau pour la Formule 1, et c'est une belle surprise pour tout le monde. Il a fait du bon boulot en formule de promotion, mais de là à postuler pour un baquet en Formule 1 pour 2025, eh bien je ne m'y attendais pas. Quelle différence avec Logan Sargent, qu'il a totalement éclipsé en seulement 4 Grands Prix. J'aimerais vraiment le voir sur la grille l'an prochain, mais les options pour lui sont malheureusement limitées à Sauber, qui est la pire équipe du championnat. Mattia Binotto a indiqué qu'ils prendront leur décision mi-novembre, ce qui coïncide avec la fin du triple header. Est-ce que ça signifie qu'il l'évalue en vue du baquet? Possible, mais ça passera par de grosses discussions avec le management de Williams, qui n'a vraiment pas envie de le perdre. Alors vous n'êtes pas sans savoir que leur duo sera Albon Sainz en 2025. Mais si l'un des deux venait à quitter l'écurie pour X raisons en 2026, eh bien Colapinto serait le premier sur la liste pour les remplacer. Je suis convaincu qu'ils n'ont pas envie de perdre un talent comme ça au vu de ses résultats, mais aussi des retombées marketing et économiques qu'il apporte. En conséquence, ils aimeraient bien leur prêter Colapinto. Mais ça ce n'est pas idéal pour Audi, qui aimerait bien un pilote 100% engagé avec eux. Qu'il soit sur la grille ou pas l'an prochain, il va profiter des 5 derniers Grands Prix restants pour continuer à prouver que lui aussi mérite d'être en Formule 1 ces prochaines années. Liam Lawson quant à lui a fait un retour triomphal dans la discipline. Handicapé par une pénalité de 60 places sur la grille, non c'est pas une blague, il a paru tout de suite à l'aise dans cette monoplace sur ce tracé. Il est remonté de la 19e à la 9e place le dimanche, n'a commis aucune erreur, et c'est un nouveau week-end très propre pour lui. Lawson confirme qu'il est un pilote très polyvalent, capable de s'adapter très rapidement dans des circonstances pourtant compliquées. Il est arrêté d'une pénalité affreuse, il ne connaissait pas le circuit, et en plus de ça, on était en format sprint, donc il n'a eu qu'une seule séance d'essai libre, et il n'avait jamais roulé dans cette monoplace, sauf vite fait en test pour créer du contenu multimédia. Ce qu'a fait Lawson à Austin est très fort, et c'est vraiment encourageant pour la suite. Lui est en mission commando, pour prouver à Helmut Marko et Christian Horner qu'il mérite le baquet de Sergio Pérez. Et s'il continue comme ça, eh bien c'est possible qu'il y arrive. Isaac Adler était lui aussi présent à Austin, et lui ne souhaite que ça. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. J'attends en commentaire votre avis sur la situation entre Verstappen et Norris, mais aussi sur Liam Lawson et Franco Colapinto. Et bien sûr, si vous souhaitez discuter d'autres éléments du Grand Prix, n'hésitez pas. Avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour le soutien et la visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.